Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, le monde est plus près d'une confrontation navale à grande échelle qu'il ne l'a été depuis des décennies? Pas une guerre par procuration, pas une escarmouche frontalière, mais une collision directe entre deux des forces militaires les plus puissantes de la planète. L'Iran vient de faire une déclaration explosive. Une déclaration si forte qu'elle a secoué les responsables du Pentagone jusqu'au cœur, ébranlé les marchés internationaux et forcé les États-Unis à déployer l'un de leurs actifs les plus secrets et les plus terrifiants. Un avion de commandement nucléaire. Si c'est vrai, nous sommes en train de vivre un moment auquel les livres d'histoire consacreront des chapitres entiers. Restez avec moi parce que ce que vous allez entendre va complètement changer votre façon de voir tout ce qui se déroule au Moyen-Orient en ce moment. Pour comprendre tout le poids de ce que l'Iran affirme, il faut d'abord comprendre le contexte du champ de bataille. Depuis des mois, les tensions entre les États-Unis et l'Iran montent à un rythme que la plupart des grands médias ont refusé de reconnaître pleinement. Les forces américaines opèrent sur plusieurs théâtres au Moyen-Orient, notamment à partir de positions en Irak, en Syrie et dans le cadre de déploiements navals actifs dans le Golfe Persique et la mer Rouge. Des milices appuyées par l'Iran mènent depuis des années des attaques de faible intensité contre des bases américaines, mais ce qui s'est produit récemment a franchi une ligne à laquelle personne n'était préparé, du moins selon les déclarations officielles de l'Iran. Les médias d'État iraniens et de hauts responsables militaires ont publié une déclaration stupéfiante affirmant qu'en une seule période de 24 heures, plus de 220 soldats américains auraient été tués. 220 en une journée. Pour mettre ce chiffre en perspective, les États-Unis ont perdu environ 7000 soldats sur l'ensemble des 20 années de la guerre en Afghanistan. Si l'affirmation de l'Iran est même partiellement exacte, cette seule période de 24 heures deviendrait l'une des journées les plus meurtrières pour les forces américaines depuis la Seconde Guerre mondiale. La communauté internationale est restée silencieuse. Les analystes se sont mis en branle et le Pentagone a eu une réponse très prudente, très délibérée. C'est ici que les choses deviennent d'une importance critique. C'est la partie de l'histoire que la plupart des médias passent complètement sous silence. Le département de la défense des États-Unis n'a pas immédiatement ni catégoriquement nié les chiffres des pertes, comme on s'y attendrait si l'affirmation était entièrement fabriquée. Les porte-paroles officiels ont reconnu l'existence d'opérations en cours et ont parlé dans un langage soigneusement encadré de la sécurité du personnel américain. Ils n'ont pas publié de contre-chiffres précis, ils n'ont pas dit que l'Iran mentait. Ce qu'ils ont dit, dans un langage diplomatique précis, c'est qu'ils ne pouvaient ni confirmer ni nier des détails opérationnels précis afin de protéger les missions en cours. Ce genre de démenti, qui n'en est pas vraiment un dans le langage de Washington, en dit long. Il dit tout sans rien dire, et c'est exactement pourquoi les analystes et les observateurs du renseignement partout dans le monde ont commencé à porter une attention extrêmement soutenue. Parce que lorsque le Pentagone choisit le silence plutôt que le démenti, le silence lui-même devient l'histoire. Au même moment, et c'est le détail qui a envoyé des ondes de choc dans tous les cercles de défense et de politique étrangère de la planète, la force aérienne américaine a déployé ce qu'on appelle le I-6B Mercury. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet appareil, vous devez comprendre pourquoi il compte autant. Le I-6B Mercury n'est pas un avion de chasse, ce n'est pas un bombardier. C'est ce que les stratèges militaires appelle un appareil TACAMO, ce qui signifie Take Charge and Move Out. Sa mission entière, sa seule raison d'exister, est de servir de plateforme aéroportée de commandement et de contrôle nucléaire. Cet avion existe pour que, dans l'éventualité où les systèmes de communication au sol seraient détruits lors d'une première frappe nucléaire, les États-Unis puissent encore communiquer avec leurs missiles balistiques lancés depuis des sous-marins et transmettre des ordres de lancement. En langage clair, c'est un centre de commandement nucléaire volant. Le déployer n'est pas routinier. Le déployer, c'est envoyer un message. Et ce message a été entendu 5 sur 5 à Téhéran, à Moscou, à Pékin et dans toutes les capitales de l'OTAN en Europe. Les États-Unis signalaient, sans tirer un seul coup de feu supplémentaire, qu'ils étaient prêts à monter jusqu'au niveau le plus élevé possible de réponse militaire si la situation l'exigeait. Voilà à quoi ressemble la dissuasion nucléaire en temps réel.
pas des champignons atomiques et des sirènes, c'est le mouvement silencieux et calculé d'actifs qui dit « Nous vous voyons, nous sommes prêts, et vous ne voulez pas découvrir ce qui vient ensuite ». C'est l'un de ces rares moments où le déploiement d'un seul avion porte plus de poids géopolitique qu'un groupe aéronaval complet. Le message était sans équivoque et parfaitement délibéré. Maintenant parlons de la véritable motivation de l'Iran ici, parce que c'est une question qui mérite qu'on y consacre du temps. L'Iran ment-il? Est-ce de la propagande? Possiblement, et probablement dans une certaine mesure. L'Iran a une longue histoire d'exagération des revendications militaires destinées à son public intérieur. Quand vous êtes un gouvernement qui dit à sa population depuis des décennies que l'Amérique est le grand ennemi, vous avez besoin de victoires réelles ou fabriquées pour maintenir votre légitimité interne. Une affirmation selon laquelle 220 soldats américains auraient été tués en une seule journée constitue une victoire de propagande massive sur le plan intérieur, peu importe que les chiffres tiennent ou non à l'échelle internationale. Cela galvanise la base révolutionnaire, cela donne aux dirigeants l'image d'un pouvoir fort et intouchable, cela met de la pression sur les factions modérées à l'intérieur de l'Iran qui pourraient vouloir négocier avec l'Occident. Mais voici ce qu'il est tout aussi important de comprendre. Même si les chiffres sont exagérés, l'activité militaire sous-jacente qui a produit cette affirmation était réelle, il y a eu des engagements, il y a eu des pertes dans plusieurs camps, il n'y a pas de fumée sans feu, et le fait que les États-Unis aient répondu par le déploiement d'un avion de commandement nucléaire vous indique que ce qui s'est produit durant ces 24 heures était suffisamment sérieux pour justifier le plus haut niveau de dissuasion visible dans le manuel militaire américain. Prenons du recul et regardons le portrait régional plus large, parce que cet incident n'existe pas dans le vide. L'Iran élargit progressivement son influence à travers ce que les analystes appellent l'axe de la résistance, un réseau de forces par procuration qui comprend le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen et diverses milices chiites en Irak et en Syrie. Ces groupes n'agissent pas simplement de manière indépendante. Ils reçoivent du financement, des armes, de l'entraînement et des orientations stratégiques du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, l'organisation militaire et de renseignement d'élite de l'Iran. Au cours des dernières années, le CGRI est devenu beaucoup plus agressif, beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus disposé à autoriser des opérations visant directement les forces américaines plutôt que seulement les alliés ou les intérêts américains. Ce changement de stratégie n'est pas accidentel. Les dirigeants iraniens ont pris la décision calculée qu'un engagement direct, ou du moins l'apparence d'un engagement direct, sert mieux leurs objectifs géopolitiques qu'une guerre purement menée par procuration. Cela élève le statut de l'Iran dans toute la région. Cela signale à la Russie et à la Chine que l'Iran est un acteur militaire sérieux avec lequel il vaut la peine de s'associer. Cela pousse les États-Unis à adopter des postures défensives coûteuses et cela crée un levier de négociation que l'Iran peut monnayer diplomatiquement si et quand il décide de revenir à la table sur des questions comme l'allègement des sanctions et l'accord nucléaire. Chaque mouvement militaire de l'Iran existe à l'intérieur de cette partie d'échec stratégique plus large. Et comprendre cette partie est essentiel pour comprendre pourquoi ce moment précis est si dangereux. Ce n'est pas le chaos. C'est une échelle d'escalade calculée et en ce moment, les deux camps sont en train de la gravir. Maintenant, parlons de ce que cela signifie pour la politique étrangère américaine à partir de maintenant, parce qu'il y a une dimension politique massive dans cette histoire qui ne peut pas être séparée de la dimension militaire. À Washington, toute reconnaissance de perte américaine à grande échelle devient immédiatement du carburant politique. Les figures de l'opposition exigent des comptes. Les familles militaires exigent des réponses, le public exige de la transparence, et l'administration au pouvoir se retrouve devant un choix impossible, admettre les pertes et affronter une tempête politique intérieure. Ou étouffer l'information et risquer une explosion encore plus grande si la vérité fuit par d'autres canaux, par des journalistes, par des lanceurs d'alerte, par des services de renseignement étrangers, ou simplement par les familles de soldats qui cessent d'avoir des nouvelles de leurs proches. Cette pression crée des incitatifs pour exactement le genre de gestion de l'information qui érode la confiance du public envers les institutions. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le monde là,
vu au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Mais à l'ère des réseaux sociaux, où l'information circule à la vitesse d'une publication sur X et où les gouvernements étrangers peuvent publier des affirmations directement devant des publics mondiaux sans passer par les gardiens médiatiques traditionnels, contrôler le récit des pertes est plus difficile que jamais dans l'histoire. L'Iran comprend cela parfaitement. Publier un chiffre précis de 120, au lieu de simplement dire que de nombreux Américains ont été tués, était un choix stratégique délibéré. C'est assez précis pour sembler crédible à certains publics et assez dramatique pour générer une couverture médiatique maximale à l'échelle mondiale. Parlons de ce qui se passe ensuite, parce que c'est ce que tout le monde veut réellement savoir. Il y a plusieurs trajectoires possibles à partir d'ici. La première est la désescalade par la diplomatie de coulisses. Les États-Unis et l'Iran ont régulièrement utilisé des intermédiaires, souvent le Qatar ou Oman, pour communiquer en privé, même lorsqu'ils se menaçaient publiquement. Il est tout à fait possible que, pendant que cette histoire domine le cycle médiatique, des conversations discrètes soient déjà en cours pour trouver une voie de sortie. Aucun des deux camps, rationnellement parlant, ne veut une guerre à grande échelle. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une confrontation militaire conventionnelle directe avec les États-Unis, et les États-Unis savent qu'un autre conflit majeur au Moyen-Orient serait énormément coûteux en vie, en ressources et en soutien politique intérieur. La deuxième trajectoire est une escalade soutenue de faible intensité, ce que les analystes militaires appellent la zone grise. Dans cette zone grise, les deux camps continuent de s'affronter par procuration et par frappe directe limitée, sans jamais déclarer officiellement la guerre ni franchir le seuil qui déclencherait une réponse massive. Historiquement, c'est le scénario le plus probable, parce qu'il permet aux deux camps de revendiquer des victoires devant leur public intérieur tout en évitant des conséquences catastrophiques. L'Iran se présente comme puissant. Les États-Unis mènent discrètement des opérations ciblées. La région reste tendue, mais n'explose pas. Les marchés restent nerveux, mais ne s'effondrent pas, et le cycle se poursuit indéfiniment. La troisième trajectoire, celle qui empêche les analystes de la défense de dormir la nuit, c'est l'erreur de calcul. Un camp fait un geste que l'autre interprète comme le franchissement d'une ligne rouge, la riposte suit, puis la contre-riposte, et soudain, ce qui était gérable devient complètement incontrôlable. L'histoire est remplie de guerres que personne ne voulait vraiment, mais qui ont commencé quand même à cause de cycles d'action et de réaction en escalade, que personne ne savait arrêter. Le déploiement du E-6B Mercury est conçu précisément pour empêcher cette troisième trajectoire. C'est l'Amérique qui dit « Nous voyons exactement à quel point la situation est sérieuse. Nous ne clignons pas des yeux et vous ne voulez pas découvrir ce qui vient ensuite si vous continuez sur cette voie. » Il y a une autre couche à cette histoire qu'il faut aborder, et c'est la couche économique. Parce que c'est la dimension qui touche chaque personne qui regarde. Peu importe où vous vivez ou ce que vous pensez de la politique du Moyen-Orient. Chaque fois que les tensions montent au Moyen-Orient, les marchés pétroliers mondiaux réagissent immédiatement et violemment. Le détroit d'Ormuz, situé directement entre l'Iran et la péninsule arabique, est l'une des voies navigables les plus stratégiquement cruciales de toute la planète. Environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y passe chaque jour. Si l'Iran bloquait ou perturbait la circulation dans le détroit d'Ormuz, ce qu'il a menacé de faire à plusieurs reprises et qu'il a la capacité d'exécuter, l'impact sur les prix mondiaux de l'énergie serait immédiat et sévère. Le pétrole grimperait à des niveaux qui feraient paraître la crise énergétique de 2022 relativement modérée, et ce genre de choc des prix ne resterait pas contenu dans le secteur de l'énergie. Il se répercuterait dans tous les coins de l'économie mondiale. Les coûts de transport augmenteraient, la fabrication ralentirait, et l'inflation, que les banques centrales combattent depuis des années, recevrait un puissant nouveau coup d'accélérateur. Les consommateurs le ressentiraient à la pompe, à l'épicerie, dans leurs factures de chauffage. Les marchés financiers, déjà sur les nerfs après des années d'incertitude, réagiraient avec un niveau de volatilité qui rendrait les investisseurs à long terme profondément inconfortables. Alors, où tout cela nous laisse-t-il maintenant
en ce moment. L'Iran a fait une affirmation qui, si elle est vraie, représente l'un des événements militaires les plus importants de l'histoire américaine récente. Les États-Unis ont répondu par une combinaison de silence stratégique et par le déploiement de leur actif de dissuasion nucléaire le plus critique. Les tensions régionales sont à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis des années. Les marchés mondiaux observent nerveusement. Les alliés comme les adversaires tentent de lire les signaux et de comprendre ce qui vient ensuite. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci: le Moyen-Orient ne se calme pas. La posture militaire américaine dans la région s'intensifie, elle ne se retire pas. La volonté de l'Iran de défier ouvertement la puissance américaine grandit, elle ne diminue pas. Et les outils déployés par les deux camps, de la propagande aux avions de commandement nucléaire, sont les outils d'un conflit qui est allé bien au-delà du bruit de fond. C'est désormais au cœur de l'actualité. C'est l'histoire de notre époque. Ce qui se passe dans le Golfe Persique ne reste pas dans le Golfe Persique. Cela revient chez nous sous la forme de coûts d'énergie plus élevés, d'incertitudes économiques, d'engagements militaires et de décisions politiques qui touchent chacun d'entre nous. Être informé en ce moment n'est pas seulement intéressant, c'est essentiel. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.